Je m'appelle Seb, je suis infirmier et coach français spécialisé en santé mentale depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui se sentent bloquées entre des cercles traumatiques et des cercles d'addiction. Parce que moi aussi, je suis passé par là. Ce soir, c'est simple. Je vais vous montrer comment le cerveau crée des boucles, pourquoi c'est si difficile de changer et comment de nouvelles voies sont possibles. On ne se retrouve pas coincé parce qu'on est faible. On se retrouve coincé parce que le cerveau rejoue encore et encore ce qu'il connaît. Il croit nous protéger, mais parfois cette protection devient une prison. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut changer, même après un choc, même après des années à ruminer. Je ne suis pas là comme un professeur, je suis là comme quelqu'un qui a vécu ses propres boucles, le stress, l'anxiété, la rumination, les traumatismes, les addictions même, et qui a accompagné des centaines de personnes qui traversent exactement ça. Donc tout ce que je partage aujourd'hui, c'est simple, humain et concret. Laissez-moi vous demander quelque chose. Qui ici se surprend parfois à trop penser ou à douter de soi? Presque tout le monde, vrai? Bien, écoutez, vous êtes normaux. Quand le cerveau ne se sent pas en sécurité, il répète les mêmes pensées. Pas pour vous faire du mal, mais pour vous préparer. Le problème, c'est que cette boucle devient le mode par défaut. Alors voilà ce que j'appelle une boucle. Une pensée arrive, ton corps réagit, tu ressens quelque chose et la boucle se renforce encore plus. C'est automatique. Pour expliquer très simplement, c'est comme si ton cerveau lançait une petite alerte. Ton corps dit « Oula, danger !» Tu ressens une émotion un peu désagréable et du coup le cerveau dit « Ah, tu vois, j'avais raison !» Et il relance la même pensée. Ça tourne tout seul, même si tu ne veux pas. Une boucle se forme après une douleur ou une peur. Le cerveau essaie de se protéger en répétant d'anciens schémas. Mais le monde change et le cerveau peut se mettre à jour. La dépression, ce n'est pas juste être triste, c'est un cerveau qui perd sa souplesse. Il n'apprend plus vraiment, il ne se met plus à jour, il reste coincé dans les mêmes schémas. Pour dire ça encore plus simplement, le cerveau n'arrive plus à ouvrir de nouvelles portes, alors il retourne toujours dans les mêmes pièces, même si elles font mal. Alors c'est quoi la neuroplasticité au juste? La neuroplasticité, ça veut dire que le cerveau change avec l'expérience. Chaque pensée, chaque action, chaque émotion renforce ou affaiblit un chemin dans le cerveau. Pour le dire encore plus clairement, le cerveau c'est comme une forêt. À force de marcher sur un chantier, il s'élargit, devient une route et ensuite pourquoi pas une autoroute? Et les chemins qu'on n'utilise plus finissent par disparaître. C'est comme ça que le cerveau apprend et se transforme. Quand on est stressé, anxieux, fatigué ou déprimé, le cerveau passe en mode rigide. Même chemin, même pensée, mêmes émotions. Quand on se sent en sécurité, curieux, régulé, on passe en mode plastique. Nouvelles idées, nouveaux comportements, nouvelles possibilités. Plus tu répètes une pensée, plus le chemin devient fort. C'est pour ça que la rumination attire comme un aimant. Ton cerveau n'essaie pas de te torturer, il fait juste ce qu'il a appris. La TCC, thérapie cognitivo-comportementale, c'est très simple. Moi j'appelle ça l'entraînement des pensées. 1. Tu remarques la pensée, ce petit truc qui tourne en boucle dans la tête, juste le voir sans juger. 2. Tu nommes la distorsion. Est-ce que c'est du catastrophisme, du noir et blanc, une généralisation? Le cerveau fait ça automatiquement. 3. Tu la testes. Comment je sais que c'est vrai? Qu'est-ce que je dirais à un ami dans la même situation? 4. Tu la remplaces par quelque chose de plus juste. Pas du positif forcé, juste une version plus réaliste, plus équilibrée. Ça ressemble à des répétitions à la salle de sport, mais pour l'esprit. À force, le cerveau apprend un nouveau chemin. Les pensées, les émotions et les comportements, les trois s'influencent. Si tu changes un seul de ces éléments, tout le système commence à bouger. Pour l'expliquer encore plus simplement, tu touches un point et les deux autres bougent aussi, comme trois pièces reliées. Prenons l'exemple classique. Je suis nul, je ne changerai jamais. En TCC, on demande quelles sont les preuves que c'est vrai à 100%. La plupart du temps, ce n'est pas vrai. Puis on demande qu'est-ce que tu dirais à un ami qui pense ça? Tu serais plus gentil, non? C'est ça le travail. Voici l'exemple d'un tableau de TCC que vous pouvez aussi appliquer dans la vie de tous les jours. Donc 1. La situation, c'est l'événement qui déclenche l'émotion désagréable. On décrit seulement ici ce qui s'est passé, le plus factuellement possible, sans interprétation. Dans cet exemple, mon entreprise m'a appelé pendant mes vacances. En 2, les émotions. Quelles émotions tu ressens et avec quelle intensité? De 0 à 100%. Exemple, l'anxiété 80%, le doute 70%. En 3,
La pensée automatique. C'est la première pensée qui arrive dans la tête pendant l'événement. Souvent, c'est la version catastrophique. Comme exemple, ils veulent me virer. En 4, réponse rationnelle. Ce sont les pensées que tu as quand tu prends un peu de recul. Ici, tu regardes les faits, pas de scénario dans ta tête. Exemple, je viens d'avoir une augmentation. Je fais bien mon travail. Il y a sûrement une autre raison à cet appel. En 5, résultat. Tu réévalues l'intensité des émotions après avoir regardé les pensées rationnelles. Souvent, l'émotion retombe. En exemple, l'anxiété passe de 80 à 20%. Les lignes du bas du tableau, intensité globale de l'émotion en pourcentage, avant de travailler sur la situation. Niveau de croyance, en pourcentage, à quel point tu crois que ta pensée automatique est vraie. La pleine conscience, c'est juste apprendre à être présent à ce qui se passe maintenant. Pas dans le passé, pas dans le futur, juste ici. Ce n'est pas une technique bizarre, c'est juste remarquer ce que tu vis sans te juger. Ça peut être sentir ta respiration, écouter les sons autour de toi, remarquer une émotion qui arrive, sentir ton corps sur la chaise. Tu ne cherches pas le calme parfait, tu ne cherches pas à arrêter de penser, tu observes. La méditation, c'est un entraînement. Tu t'assois, tu respires, tu regardes ce qui se passe dans ta tête. Et ton esprit part ailleurs, ce qu'il fera, bien sûr. Tu le ramènes doucement, tu ne juges pas, tu recommences et c'est tout. Petit à petit, tu apprends à ne pas te laisser embarquer par les pensées, à repérer une émotion avant qu'elle ne t'envahisse, avoir un peu plus d'espace dans la tête. Imagine que ton esprit, c'est un chiot. Il court partout, il s'excite pour rien. Il va chercher n'importe quoi. La méditation, c'est juste lui apprendre à revenir, à s'asseoir 2 minutes, à attendre tranquille. Ce n'est pas parfait du tout, c'est juste de la pratique. La pleine conscience n'est pas devenir zen ou un Bouddha, c'est juste apprendre à remarquer ce qui se passe en toi, avant que ça me prenne toute la place. Ne pas s'identifier à ses pensées. C'est ça la méditation. L'idée est très simple. Le cerveau change plus vite quand on agit, pas quand on réfléchit. Beaucoup de gens attendent d'aller mieux pour bouger. Mais en réalité, c'est l'action qui fait bouger l'humeur. Même une petite action, se lever, marcher 5 minutes, prendre une douche, appeler quelqu'un, ces petites choses reprogramment le cerveau beaucoup plus vite que de grandes résolutions qu'on ne tient jamais. Parce que chaque petite action envoie un message au cerveau. Je ne suis plus coincé, je peux avancer. Petit à petit, ça reconstruit des habitudes saines. Et ce sont ces habitudes saines qui changent l'humeur, l'énergie et même la façon dont le cerveau se reconnecte. C'est pour ça que se faire accompagner ou coacher peut aider. On construit ces petites actions régulièrement et ça crée un vrai changement dans la tête, sans forcer. Ton cerveau n'a pas été conçu pour la vie moderne. Il n'a pas été conçu pour rester assis toute la journée, penser toute la journée, stresser toute la journée. Nos grands-parents utilisaient leurs mains. Ils cuisinaient, jardinaient, réparaient des choses. Ce genre d'effort crée de la sérotonine, de la dopamine, de l'ocytocine, et ça fait baisser le cortisol, l'hormone du stress. L'effort, c'est de la biologie, pas de la motivation. Quand tu passes à l'action, même une toute petite action, le cerveau reçoit un message. Je suis vivant, je fais quelque chose, et ça, c'est déjà du soin. Voici les 4 choses du quotidien qui aident le cerveau à changer. Réguler ton corps, respiration, mouvement, sommeil, alimentation. Entraîner ton esprit, attention, pleine conscience, calmer les pensées. Ajuster ton comportement par les petites actions régulières. Faire ce que tu dis que tu vas faire. Tenir tes engagements, même les petits, simples, pas facile, mais ça change une vie. Mais parfois, même avec les outils, les boucles sont trop fortes. Ce n'est pas de la faiblesse. Voici comment fonctionne l'addiction, comment elle se développe. En 1, le soulagement. Tu te sens mal, alors tu fais quelque chose pour aller un peu mieux. Ça marche pendant quelques minutes. Le coût. Après le soulagement, il y a un prix à payer. La culpabilité, le stress, la honte, les problèmes. En 3, le manque. On appelle ça aussi le craving. La prochaine fois que tu te sens mal, ton cerveau se souvient du soulagement, pas du coup. Alors, il en redemande. Soulagement, coup, manque, répétition. En 4, répétition, la boucle recommence. Un petit soulagement à court terme et de la douleur à long terme. C'est ça l'addiction. Pas du plaisir, juste une boucle que le cerveau a apprise. L'addiction, ce n'est pas du plaisir, c'est une boucle. Soulagement, coup, manque, répétition. À court terme, un petit peu mieux. À long terme, ça détruit.
Dans l'addiction, le cerveau passe en mode danger. La menace monte. La flexibilité baisse. Le pilote automatique prend le contrôle. Le cerveau ne choisit plus. Il répète. Certains chercheurs étudient ce qu'on appelle la neuroplasticité profonde. Un des centres les plus connus est aux États-Unis en Californie, le centre Johns Hopkins. Il explore comment dans certaines conditions précises, le cerveau peut parfois se réinitialiser. C'est la recherche très récente. Elle montre du potentiel pour la dépression, le traumatisme, l'addiction, mais ça reste encore expérimental et ce n'est pas un avis médical. Par contre, dans plusieurs pays, il existe déjà des pratiques comme le microdosing, les thérapies ou coaching basé sur les psychédéliques, en ligne ou en présentiel, avec des cadres plus ou moins légaux selon les pays. Les champignons magiques sont illégaux dans beaucoup d'endroits. Les truffes qui poussent sous terre sont parfois dans une zone grise de légalité. Donc chaque pays a ses propres règles. Ici, on parle de ce que la science commence à découvrir sur les psychédéliques et le microdosing. Ce n'est pas un discours médical, juste un résumé de ce que les chercheurs observent. La thérapie assistée par les psychédéliques est étudiée en clinique. Dans certains hôpitaux et universités, des équipes testent comment des substances comme la psilocybine peuvent aider des patients dans des cadres sécurisés. La psilocybine intéresse pour la dépression, l'anxiété, en fin de vie, le trauma et l'addiction. Ce n'est pas une solution miracle, mais les premiers résultats montrent un potentiel. On parle de personnes suivies de près par des chercheurs. Le microdosing est observé dans plusieurs pays. Ce n'est pas un traitement officiel, mais beaucoup de gens rapportent des effets sur l'humeur, l'énergie, la créativité, la concentration. La science essaie de comprendre pourquoi. Les psychédéliques sont explorés parce que les antidépresseurs et les anxiolytiques ont leurs limites. Ce n'est pas une critique de la médecine, juste une recherche de nouvelles options pour les cas difficiles. Tout cela reste expérimental, ce n'est pas un avis médical, c'est très important. Les chercheurs eux-mêmes le répètent, on en est au début. Alors c'est quoi le microdosing ? C'est l'utilisation de très petites doses, souvent entre 50 mg à 200 mg 3 fois par semaine. Beaucoup de personnes racontent que ça améliore leur humeur, leur concentration ou leur stabilité. La science est encore en train d'étudier le phénomène, mais des pratiques existent déjà dans plusieurs pays. Ce n'est pas un miracle, c'est juste un outil parmi d'autres. Pourquoi le coaching est important, surtout pendant le microdosing ? La plasticité sans direction, ça peut devenir du chaos. Avec un cadre et du soutien, la plasticité devient une nouvelle identité. Le coaching t'aide à te réguler, à donner du sens et à construire des habitudes solides. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes boucles. Ton cerveau peut changer. De petites actions ouvrent de nouvelles portes. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir été patient tout le long de cette formation. Vous avez le contact de mon site internet, ma page Instagram, ma page Facebook. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez le groupe WhatsApp. Merci de le rejoindre avec le QR code qui est ici présent. Je vous remercie. À très bientôt.